Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 14 mars 2023 et c'est l'épisode 313. C'est l'hécatombe dans le monde bancaire aux États-Unis ces derniers jours, souvent au sujet de banques dont, alors on va pas se mentir, si on n'est pas proche du monde tech ou parfois du monde des cryptos ou un peu éloigné de la vie bancaire à l'international, on apprend parfois l'existence ici en France. Il y a Silvergate le 8 mars, donc très proche du monde des crypto-monnaies, qui a suivi une crise qui avait d'ailleurs suivi la faillite de FTX. SVB, Silicon Valley Bank, le 11 mars, comme son nom l'indique, très proche du monde des nouvelles technologies et des startups américaines, et Signature Bank, 12 mars, la troisième plus grosse banque à faire faillite aux États-Unis, elle aussi dans le sillage, d'ailleurs, un petit peu de la faillite de FTX. On va donc logiquement parler argent et crypto-argent à cette occasion, et on continue notre interminable voyage dans les contrées fantasmagoriques des intelligences artificielles et notamment des IA génératives avec la commercialisation par OpenAI des services de Llama de Meta qui a fuité. Au jour où on enregistre cet épisode, il y a également GPT-4 qui a été annoncé et la foultitude de multiples des services qui intègrent de l'IA dans leurs interfaces. L'actu est super riche. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur tenez-vous bien, je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Pour l'instant, tout va bien. Bon bah écoute, on va rester sur cette lancée-là. On va faire un petit coucou du côté d'Éric Blanquet et de Maxime, alias Max Zedozer, qui ont tantôt rejoint la plateforme Patreon, de l'autre côté, qui ont réévalué, en particulier Maxime, sa participation de manière conséquente. Merci beaucoup à tous les deux. Vous le savez, Tech Café est financé par sa communauté et on vous remercie d'être présent pour soutenir notre travail, notre régularité, le fait qu'on ne bafouille pas dans les intros et le fait qu'on est fidèle au rendez-vous depuis 10 ans maintenant. Et pour ce faire, c'est super simple, il suffit de se laisser guider sur patreon.com/techcafé. Vous pouvez le faire pendant que vous écoutez cette intro, pendant que vous écoutez le podcast ou en rentrant chez vous. Tout le monde ne peut pas forcément se permettre de consacrer quelques euros de donation comme ça sur un podcast d'ActuTech. Merci déjà, surtout, avant tout, évidemment, de l'écouter. Merci aussi à celles et ceux qui ont donc quelques euros à consacrer pour une info de qualité, on l'espère, sourcée, on l'espère toujours, mais on sait que c'est vrai, et conviviale, là pour le coup on croise les doigts, de faire le choix de nous accompagner financièrement. On espère dans tous les cas que vous vous informerez et que vous vous divertirez en écoutant nos histoires de tech. Plus d'infos sur patreon.com/techcafé. Et puis un petit mot aussi du côté de Podcast Addict où on a Happy Papy qui avait laissé un avis à propos de Tech Café. Il disait tout simplement: merci les gars, j'écoute religieusement chaque épisode sans prise de tête et de manière détendue. Je suis à Mada, je dev pour une filiale d'une boîte française. Longue vie au podcast et à vous les doubles Guillaume. Guillaume, justement, je me suis dit Mada, ça faisait un peu île exotique, tu sais, un peu une espèce de petite principauté cachée quelque part. En fait, non, c'est une ville près de Bordeaux, je crois. Donc peut-être que Happy Papy pourra nous repréciser d'où il officie exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi de nous écouter. On enchaîne avec plein d'infos, sans autre forme de procès. Alors avec des petites infos à chaud qu'on va essayer de traiter le plus vite possible. En tout cas, il y en a une que je m'étais notée, moi, qui me tenait à cœur de vous partager. Je vous promets, je vais faire très très vite, mais c'est l'adrénochrome. Peut-être que vous avez entendu parler d'adrénochrome et on a vu ça passer, alors à la fois à la télé et sur les réseaux sociaux. Je vais en parler parce que il y a quelques épisodes de ça, quelques mois, allez, maximum quelques années, il y a Guillaume Pogjaspala qui nous racontait les théories conspirationnistes autour de QAnon, des Pizzagate, des réseaux pédosatanistes aux États-Unis. Et en fait, je t'avoue, Guillaume, à cette époque-là, et je crois que c'était le cas d'une partie de nos auditeurs, on se disait, mais c'est dingue ce qui se passe aux États-Unis. Comment on peut en arriver là? Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une telle ampleur sur des sujets tels que ceux-là? Et force est de constater qu'il n'y a pas forcément les mêmes proportions aujourd'hui en France, mais quand même, on a une théorie du complot sur l'adrénochrome qui est passée à la télé. Alors, c'est pas la télé la plus reluisante qui soit de l'espace audiovisuel français, c'est Touche pas à mon poste, la chaîne C8, et donc une émission qui est présentée par Cyril Hanouna, où il y a eu sur un plateau d'une des émissions, une discussion assez lunaire, qui était portée par une tribune d'un mec qui s'appelle Gérard Fauré, qui a un emblème du conspirationnisme, et qui a présenté l'adrénochrome comme une théorie complètement probable et probablement répandue et avérée à ses yeux, qui est donc cette théorie d'avoir cette drogue qui te permettrait, Guillaume, c'est mon rêve au fond, de vivre longtemps le plus jeune possible, et tout cela comment? En synthétisant une molécule à base de sang d'enfant, et évidemment
finalement, il n'en faut qu'un pas pour faire des liens, je trouve, avec ces théories qu'on relayait aux États-Unis. Et puis un deuxième volet sur cet adrénochrome, parce que vous allez voir qu'on aura quand même vite fait le tour, c'est Vincent Flibustier qui est lui formateur sur le sujet des fake news, mais qui dirige aussi le site satirique nordpresse.be et qui est parfois dans ses prises de parole un peu compliqué. Hein. Il est classé lui-même dans son activité sur le site Conspiracy Watch comme étant une source d'infos à prendre avec d'énormes pincettes, et pour cause. Je pense que le côté satirique de ses propos et de ses prises de parole est très fort. Il a lancé un hashtag en rendant viraux des messages sur TikTok et Twitter, le hashtag Myriam Palomba pédosataniste. Donc Myriam Palomba qui est une journaliste qui est aussi beaucoup dans une mouvance plutôt sulfureuse, si ce n'est complotiste. Il a d'ailleurs inclus dans ses prises de parole Florian Philippot, Francis Lalanne, etc. Et son intention, c'était quelque part, en tout cas c'est comme ça qu'il le présente, de renverser un peu la vapeur de la mécanique de répandre des rumeurs sur des personnes un peu gratuitement, et les personnes impliquées elles-mêmes se défendent et se sentent abusées sur la base de rumeurs qui n'ont pas de fondement, et quelque part c'est un renversement un peu de la situation qu'il a voulu faire. Moi en fait dans le fond, je t'avoue, ça me dérange un peu d'avoir cette pratique-là, d'utiliser les mêmes armes que les personnes que tu critiques pour dénoncer des agissements, ça me gêne toujours. Enfin écoute, en tout cas force est de constater que ça a eu son buzz. Guillaume, la question est simple, est-ce que tu prends de l'adrénochrome? Alors non, je prends pas d'adrénochrome, je devrais peut-être, je sais pas. Mais moi ce que je trouve assez dingue dans ce truc, c'est que l'adrénochrome ça existe. C'est pas du tout une drogue, et ça se synthétise très facilement en fait. Je vois pas d'où ça sort ces histoires de sang, de ça je sort sais pas quoi. d'un film, je crois. Hein, alors ça vient. Oui, en fait, l'adrénochrome, c'est un truc qui existe depuis un bon moment, mais c'est présenté comme une drogue dans le film Las Vegas Parano. Et peut-être que ça vient de là, ça vient d'ailleurs probablement de là, parce que c'est un truc qui traîne depuis les années, début des années 2000. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas une drogue. C'est un truc qui médicalement est utilisé, quoi, mais c'est pas une drogue et c'est très facile à synthétiser. Enfin, je veux dire, il y a aucune raison d'aller chercher des trucs hyper compliqués et complètement improbables pour faire de l'adrénochrome. Si vous voulez faire de l'adrénochrome, vous pouvez en acheter, quoi. Enfin, c'est débile. C'est assez dingue de voir les dérives, et quelque chose me dit qu'on aura d'autres cas à relayer. Guillaume, tu voulais aussi un petit peu nous parler de Onustus et de ses cartes à puce. Oui, alors Onustus, c'est donc un auditeur qui a laissé un long commentaire donc sur le site ou sur le Discord. Et bon, il disait, enfin lui il travaille apparemment il travaillait dans le milieu des cartes à puce, et il disait que j'étais un petit peu sévère, c'est vrai, avec les cartes à puce la dernière fois dans le dernier épisode, parce que je disais, ouais, les cartes à puce c'est complètement has-been, 256 kilos, t'imagines, c'est ridicule. Et t'as tendu le bâton pour te faire battre. Mais non, il faut respecter les cartes à puce, car elles nous ont rendu de fiers services, et elles continuent de nous rendre de fiers services. Et il y a des raisons aussi à leur inefficacité et tout ça. Et alors il explique, je vais surtout pas vous lire, parce que c'est quand même un long commentaire, ça vaut le coup de le lire, donc allez lire le commentaire d'Onustus qui réhabilite ces fameuses cartes à puce, et il a bien raison, parce que les trucs les plus, c'est pas parce qu'un truc est pas ultra top, complètement top niveau technologique, il est inutile et qu'il a pas sa raison d'être, quoi. Donc c'était très bien de le souligner, merci à lui. On termine ce petit tour du courrier des lecteurs et des petites infos façon follow-up aussi des précédents épisodes, parce que tu sais, on avait abordé des changements législatifs en France pour les influenceurs. On disait qu'ils seraient mieux encadrés, et quelque part il y avait déjà un encadrement de ce type de pratique. Donc j'avouais moi-même ne pas trop comprendre ce qui allait changer sur le plan législatif. Je comprends mieux maintenant. En fait, ils vont être soumis tout simplement aux mêmes règles que les médias classiques, à savoir la radio, la télé, les pubs sur les journaux, sur les magazines. Il y a des règles avec des mentions légales à faire apparaître en fonction des sujets. Un exemple qui est cité, donc c'est une citation de Bruno Le Maire: lorsque vous avez un placement de produit d'alcool ou d'autres placements de produits, il faut que les mentions légales apparaissent sur les sites des influenceurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et en fait, voilà, maintenant que je sais ça, je suis très à l'aise sur le fait qu'il y ait une mise à jour législative sur ce sujet. Quelque part, c'est du bon sens. Allez, on enchaîne pour de bon sur le cœur de notre conducteur de cet épisode. Guillaume, tu vas nous parler, mais qu'est-ce qui se passe dans ces banques américaines, Guillaume? Ça m'a l'air d'être un sacré foutoir quand même. Il y a une grosse actualité, oui, financière cette semaine, avec la faillite de pas moins de 3 grosses banques du secteur tech, comme tu l'as dit. Donc 2 étaient des intermédiaires très importants du secteur des cryptos, donc c'était Silvergate et Signature, et l'effondrement le plus fracassant quand même pour le monde de la tech, c'est celui de la Silicon Valley Bank. Donc SVB, voilà pour les intimes, donc s'il vous plaît, n'est-ce pas, une véritable institution. Donc Silicon Valley Bank, SVB bien sûr. Donc ce qui fait la particularité de cette banque, c'est que depuis sa fondation en 83, elle est spécialisée dans le financement des startups, dans le capital risque, et ça lui avait vraiment réussi dans les années 80. Évidemment, si tu vas
Tu t'imagines, dans les années 80, t'es en jean, tu vas voir ton banquier pour demander des fonds parce que t'as eu une idée, t'es en train de bricoler ça avec tes potes dans ton garage. Bon, c'est pas forcément fructueux. Donc la Silicon Valley Bank mettait en relation des investisseurs, des entrepreneurs. Ça prenait en charge leurs comptes, etc. Et mine de rien, elle était devenue comme ça la 16e plus grosse banque des États-Unis, puisqu'elle avait plus de 2500 firmes de capital risque comme clients. Beaucoup de noms connus ont encore leur compte là-bas, hein, donc comme Etsy, Roku, Roblox et même Vox Media. Alors Vox Media que je mentionne parce que Vox Media possède The Verge, qui est un très gros site US dont on relaye les articles ici régulièrement. Donc son périmètre est assez spécifique, mais c'est quand même un gros établissement. Elle gérait 212 milliards de fonds fin 2022, et pourtant elle est décédée en moins de 48 heures, à cause d'un bank run, c'est-à-dire que beaucoup trop de gens ont demandé à retirer des fonds au même moment. La banque avait pas assez de réserves et du coup elle s'est effondrée. Bon, les racines du mal sont un peu plus complexes que ça et concernent en fait finalement d'autres banques aussi. Depuis 2008, les taux d'intérêt étaient très bas, ou ils étaient même à zéro aux États-Unis pendant la période de la pandémie. Donc l'argent était facile en quelque sorte. Il y a eu un gros boom de liquidité dont on a même parlé directement, enfin indirectement ici. On parlait beaucoup de levée de fonds monstres, on parlait beaucoup de IPO, on parlait beaucoup de bénéfices monstres en ce temps-là. Et tout ça a fait que la banque avait plein de liquidités, mais que personne ne faisait plus d'emprunts du coup, puisqu'ils avaient déjà de l'argent. Bon, du coup, c'est un gros souci parce que les emprunts, c'est une grosse source de revenus pour les banques. Tous ces intérêts qu'on lui payait plus, il fallait trouver une autre manière de gagner de l'argent. Alors elle a acheté des titres, des obligations d'État, elle s'est constitué un portefeuille qui a perdu beaucoup de valeur ces derniers mois. Et ce serait pas encore trop grave parce qu'elle avait principalement des contrats à terme et donc les pertes étaient latentes, virtuelles si tu veux. Enfin, sauf si elle doit les revendre en catastrophe. Et vu la situation actuelle, ça vous a pas échappé que c'est très difficile économiquement 2022. Enfin, tu vois, c'est très différent de 2021. Les boîtes donc ont plus besoin d'argent, elles retirent plus de fric et donc SVB doit le leur donner. Alors, quitte à vendre une partie de ses titres, voire la plupart de ses titres à perte. Donc dernièrement, elle a dû en revendre pour 21 milliards, en accusant une perte sèche de 2,2 milliards, donc c'est déjà, c'est pas génial, mais c'est que le début de la catastrophe. Quand SVB a posté ses résultats, Silvergate, dont on va parler juste après, avait déjà fait faillite. Donc les clients et les investisseurs sont un peu nerveux, donc là-dessus il y a Peter Thiel qui a demandé à ses comptables de se retirer immédiatement, donc de retirer immédiatement ses fonds à lui, donc ça fait des dizaines et des dizaines de millions de retraits supplémentaires, et ça a encouragé surtout d'autres fonds à faire de même. Il y a Union Square Ventures, il y a Coatue Management, Founders Fund, bon. Et par là-dessus, Michael Burry, donc Michael Burry c'est une célébrité, c'est le financier qu'on voit dans le film The Big Short, et qui avait donc anticipé la crise des subprimes. Et lui, il a tweeté qu'on tenait peut-être un nouvel Enron. Bon, il n'en fallait pas plus. Donc pendant ce temps, l'action de SVB était en chute libre, ce qui alimente encore la panique. Et donc le 9 mars, la banque doit satisfaire pour pas moins de 42 milliards de demandes de retrait. Bon, en 48 heures, c'est plié. La Silicon Valley Bank est mise sous tutelle de la FDIC, donc c'est la Federal Deposit Insurance Corporation. C'est l'organisme qui s'occupe de la garantie des dépôts des clients, tout simplement. Donc les banques doivent toutes souscrire à cette garantie, et normalement, elle ne couvre que 250 000 $ par compte. Alors évidemment, là, on parle de boîtes tech qui brûlent facilement des millions par mois, donc les conséquences se font déjà sentir. Mais du coup, devant la situation, les autorités américaines ont décidé de les renflouer, en réalité, ces banques, très globalement. Tu sais que pour SVB, il y a quelques faits là que j'ai vu passer qui sont assez ahurissants. Quelques jours avant la faillite, il y a des grands responsables de cette boîte qui ont quand même vendu des millions de dollars d'actions, pour des millions de dollars de leurs actions. Et il y a Gregory Baker qui est le CEO qui a vendu 11% de ses actions. Un conseiller général, Michael Zucker, qui a vendu 19%. Daniel Beck, un responsable financier, 32%. Michel Drager, qui est la responsable marketing, a vendu 25% de ses actions. Donc il y a quand même un truc assez dingue d'ailleurs. Il y a des liens aussi assez étroits entre un responsable administratif qui était en gros le responsable financier de Lehman Brothers quand ça a à l'époque fait faillite. Donc bon, ça laisse songeur. Ils avaient pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, pas de responsable risque. Ah, il n'y avait pas tout ça. Il va y avoir très clairement il devrait en tout cas y avoir très clairement des enquêtes sur le management interne de ça truc. Qui, le jour d'avant, distribue encore des bonus, des dividendes et des bonus et tout ça. Ouais. Enfin, je veux dire, ils étaient dans le déni le plus complet. Bon, oui, clairement, il va falloir qu'il y ait des grosses enquêtes là-dessus.
Bon. Il est question que la banque soit rachetée, enfin en tout cas que les actifs restants soient rachetés. Elon Musk aura même levé le doigt en disant que peut-être il était, et je rigole pas, hein, il était ouvert à l'idée, je cite, de les racheter. Un rêve. On continue du coup, ça nous permet de faire un petit focus un petit peu sur l'économie des startups d'ailleurs, Guillaume. Oui, sur les conséquences. Alors déjà, au passage, pour les rachats, la branche anglaise de Silicon Valley Bank a été rachetée par HSBC pour 1 euro. Enfin, 1 euro, 1 dollar. 1 euro symbolique. Voilà, pour 1 euro symbolique. Donc, il y a déjà eu des rachats, effectivement, et je pense que Musk, s'il se manifeste, c'est peut-être qu'il espère l'avoir à très bon prix, cette banque, on va dire, en solde. Bon, enfin, en tous les cas, on a dit que la Silicon Valley Bank était la banque des startups, c'est vrai, et beaucoup en ce moment d'ailleurs doivent ronger leurs freins, hein, comme on dit. D'ailleurs, je me suis longtemps demandé de quel frein il s'agissait, tu vois, quand tu ranges ton frein, tu vois. T'es dur. C'est pas le frein de la voiture, c'est pas pratique à ranger, ou le frein de, enfin, tu vois, le frein de la bistouquette, quoi. C'est un autre frein, oui. Voilà, c'est bizarre, non. Oui, plus probable. Non, en fait, bien sûr, le frein, c'était le mort du cheval. C'est difficile hein. en plus, et ça fait oui, mal. C'est difficile, ça fait mal. Hein. Non, le frein, en vrai, c'est le mort du cheval. Voilà, on l'appelait comme ça à l'époque aussi. Et voilà, l'époque où j'étais jeune et frais, au Moyen-Âge. Je savais pas. Et donc, le cheval impatient ronge son mort, donc il ronge son frein, et ça vient de là. Je croyais que c'était vraiment l'hypothèse de la bistouquette. Moi, tu ah oui, vraiment. Ah ben, tu vois, c'était. Donc, quittons les chevaux pour revenir aux moutons, hein, et afin de continuer cet épisode de Thé Café Expression désuète, merci. Donc, beaucoup d'entreprises tech ont pour l'instant leurs avoirs bloqués, mais ça a été, alors, à l'époque où j'écrivais ça, c'est-à-dire hier, c'était bloqué. Là, probablement, c'est plus bloqué, parce que justement, ça va tellement vite, c'est dingue. L'État est venu à la rescousse pour aller au-dessus des 250 000 $ réglementaires. Bon, après, voilà, donc ça concerne un petit peu tout le monde, hein, donc il y a des boîtes émergentes qui sont dans une période très difficile, évidemment, en ce moment. Il y a aussi 40 000 clients, quand même, hein, au large, donc ça concerne directement des boîtes qui sont assez grosses comme Etsy, qui a dû geler les paiements de ses clients, oui. Roku, qui a aussi 487 millions de dollars de dépôts chez SVB. Il y a Roblox aussi, qui a pas mal de fric là-bas. Roblox, la vache. Ben ouais, et bon, 250 000 $, ça pèse pas lourd. Mais en réalité, normalement, ils ont... peut-être qu'à l'heure où vous écoutez ça, ils ont déjà reçu un chèque. En réalité, ils ont déjà récupéré tous leurs fonds. Mais donc, évidemment, ça a eu des répercussions directes sur les employés des boîtes prises dans la tourmente, hein, puisque voilà, certains ont eu des retards de paiement, etc. Et quand même un tiers des startups gérées par Y Combinator qui auraient eu des problèmes de paiement dans les 30 prochains jours. Et bien sûr, il y a aussi tous les frais de fonctionnement d'infrastructure, etc. Bon, pour l'instant, le risque de contagion, les experts estiment qu'il est très limité parce que Silicon Valley Bank, elle était ce qu'elle était, quoi, les Silicon Valley Bank. Donc ça reste isolé, elle avait un périmètre vraiment très bien délimité. Ça reste un petit peu concentré sur le petit monde de tech, mais bon, de l'autre côté, les circonstances qui ont amené à sa chute, elles sont beaucoup plus répandues, parce que SVB n'était pas la seule banque à avoir acheté des obligations dont la valeur a chuté. Et si on regarde plus largement, MarketWatch a fait une liste de pas moins de 20 banques qui sont assises sur de grosses moins-values latentes, qui sont au moins aussi importantes que SVB. Donc elles sont assises sur d'énormes pertes virtuelles, tant qu'on ne leur demande pas trop de retrait en même temps. Donc c'est pareil en fait, hein. L'État est venu assez rapidement à la rescousse de ces banques-là pour éviter qu'il y ait des bank runs ailleurs, parce qu'ils savent très bien que les banques semblent un peu fragiles en ce moment. Bon, donc je résume, hein, quelque part, il n'y a pas forcément de propagation à voir directement de cette faillite-là. Pour autant, les conditions de base pourraient être aussi source de problèmes pour d'autres. On continuera à le suivre. Et donc tu voulais nous parler un petit peu aussi, hein, donc du coup des deux autres banques concernées dans cette chronique, Silvergate et Signature. Pour être complet, écoute, oui, avant même la plongée de Silicon Valley Bank, il y a une autre grosse institution qui montrait des signes de grosse faiblesse. Avant finalement de jeter l'éponge, c'était Silvergate, hein, la principale banque des boîtes crypto. Alors Silvergate avait démarré dans l'immobilier en fait, et depuis 2014, elle s'était tournée vers les cryptos. Le Bitcoin en tête était devenu la banque institutionnelle à qui parler pour tous les secteurs crypto américains, on va dire. En particulier, elle avait mis en place une bourse qui s'appelait le Silvergate Exchange Network, qui était devenu un incontournable, hein, pour les allers-retours Bitcoin-dollar ou Bitcoin-euro. Donc Silvergate avait Coinbase, Kraken, Gemini comme clients. Elle les avait à peu près tous en fait, y compris FTX. Et après la faillite de FTX, même scénario et les gens ont pris peur. Donc il y a eu aussi un bank run, 60% des dépôts ont été retirés en un trimestre.
Et l'hiver crypto n'arrange rien. Donc Silvergate a posé des résultats désastreux. En fait, elle a posté des résultats, la dernière fois, elle a posté des résultats absolument terribles, avec 1 milliard de pertes le trimestre dernier. Ça fait beaucoup. Et ce trimestre, c'était encore pire. Donc la spirale était enclenchée. Coinbase, Paxos, Crypto.com, etc. sont partis. Donc la chute était quasi inévitable. Il y a un sénateur américain qui a noté un risque systémique pour les banques surexposées au secteur des crypto-monnaies. Et 4 jours plus tard, c'est Signature de plonger dans la sauce à la tête de la première. Donc Signature, c'était tout simplement la deuxième banque la plus utilisée du secteur crypto après Silvergate. Donc elle a subi le même sort le 12 mars que la Silicon Valley Bank, donc elle a mis sous tutelle de la FDIC. Mais il semble qu'il y ait quand même une bonne nouvelle, puisque voilà, donc tous les clients seraient couverts au-dessus des 250 000 $ réglementaires, autant pour Signature que pour la SVB. Et la Signature avait aussi plus de 88 milliards de dépôts fin 2022. Donc la Fed a annoncé ça, que tout le monde retrouverait son argent. Après, comment ça va être financé, honnêtement, je ne sais pas exactement, parce que, oui, voilà, encore une fois, les banques, enfin, tu vois, l'État rend flou, donc c'est en consortium avec la Fed, la FDIC, je ne sais pas qui, le Trésor, je crois, qui fait ça, mais bon, ils craignent comme la Fed. Faut bien trouver l'argent quelque part, quoi. Oui, alors comme il y a aussi ces histoires de bons au trésor qui avaient des moins-values latentes, je ne sais pas comment ils vont se démerder, ils ont dit que les contribuables ne paieraient pas, bon, je vois pas très bien comment c'est possible, enfin bon, c'est peut-être possible, il faudra m'expliquer, je sais pas trop. Si je trouve une explication de comment ils financent, je reviendrai. Alors tout ça, il y a eu un gros retentissement sur les cours des cryptos qui ont encore replongé, donc parce que déjà l'USDC, qui était quand même une stablecoin, a décroché de sa parité face au dollar, mais depuis c'est revenu. Et le cours du Bitcoin, en fait, est très vite remonté au-dessus des 20 000 € après être passé vraiment assez bas. Et je pense que voilà, c'était vraiment pendu aux annonces très rassurantes des autorités américaines, tout simplement. Donc voilà, les autorités veulent éviter un scénario de contagion. Pour l'instant, c'est contenu. Écoute, voilà quoi. Après, évidemment, au niveau éthique, c'est assez mal perçu aux États-Unis. Le renflouement des banques de la Silicon Valley et des banques de la crypto sont assez mal perçus dans l'opinion publique américaine. Ça se voit très simplement si vous allez sur Reddit. Tout simplement, ça se voit vraiment très vite, très vite, parce que, évidemment, la Silicon Valley, c'est un petit peu un repère de libertariens. L'État, c'est le mal. On veut pas de régulation, on veut qu'on nous foute la paix. Les cryptos, c'est encore largement pire. C'est libertarian land. Mais bon, c'est vrai que l'État, c'est le mal. Quand il vient vous tirer de la merde, on refuse pas la main tendue, tu vois. Donc, voilà, c'est vraiment... Bon, et puis après, au-delà de ces sauvetages-là, il y a aussi la question qui va se poser pour les boîtes au Web3 de trouver des remplaçantes à Silvergate et Signature. Donc, c'est devenu quand même soudainement plus difficile de passer du Bitcoin au dollar et vice-versa. C'était 2 acteurs majeurs, ça va probablement avoir un impact durable. Et c'est vrai que l'opinion publique, alors en France, c'est vrai que ça nous passe un peu au-dessus parce qu'on ne connaît pas vraiment les noms. Aux États-Unis, par contre, ça passe vraiment pas très bien. Ouais, et puis ça peut orienter des mouvements quand même, les États-Unis sur ces sujets-là, donc on en percevra des conséquences forcément. C'est intéressant. J'ai l'impression tu nous as fait une super belle synthèse, Guillaume, sur ces sujets autour des banques américaines qui sont concernées par ces situations particulièrement difficiles. Du coup, on peut clore ce sujet avec l'esprit d'avoir fait un devoir accompli, et on va pouvoir se faire plaisir en continuant à parler d'intelligence artificielle comme on le fait semaine après semaine. Et en plus, alors Guillaume prépare un super conducteur, comme vous le savez maintenant. Vous retrouvez les notes sur techcafé.fr, et vous pouvez même d'ailleurs, j'en profite, notamment si vous êtes soutien sur Patreon, vous avez un palier qui vous permet d'accéder sur Discord. Il y a un petit lien aussi qui vous permet de voir les notes avant qu'elles soient diffusées. Je le dis un petit peu parce que je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui en parle. Peut-être que je recommuniquerai dessus. Mais en tout cas, il avait préparé un super conducteur. Vous Guillaume, pouvez voir mes fautes, voir mes hésitations. J'ai pas dit qu'il y avait tes notes, il y avait le conducteur. C'est pas la même chose. C'est pas vrai. Mais pour l'instant. Mais du coup, donc il avait préparé un super conducteur, disais-je. Et qu'est-ce qui se passe ce mardi 14 mars? Patatras, GPT-4 arrive, boum boum boum, un gros article d'OpenAI qui nous explique en quoi c'est génial. Et force est de constater, Guillaume, que c'est quand même assez bluffant. Écoute, oui, on peut pas passer à côté. C'est notre devoir, quelque part. A été non pas annoncé, mais présenté carrément sur le site de OpenAI. Donc c'est vraiment tout frais de cet après-midi. Ça vient vraiment de tomber, quoi. Donc ce qu'on pourra dire, c'est quand même encore très préliminaire. Mais finalement, ça rejoint pas mal ce qu'on avait dit sur Cosmos 1 ce week-end dans le supplément. Donc on avait parlé ce week-end de Cosmos 1, donc un grand modèle de langage multimodal de chez Microsoft.
Et oui, multimodal. Et ça, c'est vrai que c'est le maître mot, je pense, hein, pour la sortie de GPT-4, parce que ChatGPT, Bard ou Llama sont déjà complètement has-been. C'est ça. Le truc, c'est que l'avenir est aux modèles multimodaux. C'est-à-dire ceux qui peuvent manipuler du texte, des images, potentiellement du son, ou encore d'autres modalités, comme on dit. Donc voilà, si vous avez écouté l'épisode Weekend, donc Cosmos 1 de Microsoft, c'est un bon exemple de modèle qui gère à la fois du texte et des images. Donc vous pouvez lui parler en texte, comme un chat GPT, comme Bing, voilà. Et vous pouvez aussi injecter des images dans votre prompt et il va les comprendre. Il pourra les décrire, il pourra s'en servir comme contexte pour la suite de la conversation, etc. La multimodalité, c'est une plus-value assez claire, d'ailleurs aussi pour la recherche. On imagine que les IA pourraient aussi produire des images, disons, plus tard, elles pourraient même produire leurs propres images. On sait qu'elles peuvent le faire. On pourrait imaginer qu'un modèle de langage puisse même produire des images pour illustrer ce qu'elles disent, pour faire des schémas, peut-être, pourquoi pas. Si les modèles deviennent capables de gérer aussi plus que des mots, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils gèrent des signaux, tu vois, des signaux complexes. Une image en couleur, c'est un signal complexe. Et on pourrait aussi imaginer une gestion des sons de la même manière. Une compréhension orale directe, par exemple. Évidemment, pour voir aussi les reconnaissances des bruits, etc. Mais pour le moment, on n'en est pas là. GPT-4 se contente, entre guillemets, d'être comme Cosmos, c'est-à-dire de traiter des images en plus du texte. Alors, évidemment, on n'a pas pu le toucher, on n'a pas pu le tester, ni rien. Donc, on va se contenter des exemples qui sont donnés, évidemment, sur la page d'OpenAI. Et donc, dans un premier temps, GPT-4, c'est aussi un modèle de langage auquel on peut parler et qui est plus efficace, qui est donc plus sophistiqué que ChatGPT et GPT 3.5. Alors, de plusieurs manières objectives, par exemple, il a une plus grande fenêtre d'attention, c'est-à-dire qu'il retient plus de choses. Donc je crois que là, on est passé à quelque chose comme 28 000 tokens, 28 000, on va dire, environ 20 000 mots. Donc ça veut dire qu'il retient jusqu'à 20 000 mots en arrière. Donc ça ouvre la voie à possiblement faire des textes beaucoup plus longs, produire presque des livres, en fait, ou des nouvelles au moins, qui soient cohérentes, parce qu'il garde la trace de tous ces mots en arrière, ce qui est même assez extraordinaire. Il est aussi moins prompt à halluciner. Si on le compare à ChatGPT ou à GPT-3, et quand on lui pose des questions, il raconte moins n'importe quoi, même si ça lui arrive toujours. Donc ouais, ils avertissent très clairement que c'est encore le cas, hein, mais effectivement c'est moins, mais ça arrive encore, effectivement. Oui. Et il est aussi meilleur en raisonnement logique. Et d'ailleurs, il y a un exemple qui m'a quand même vraiment impressionné sur cette histoire de raisonnement et de cheminement logique. Pourtant, c'est purement texte, on n'a même pas encore abordé la multimodalité, mais c'est que à un moment, donc l'opérateur lui demande de se comporter comme un prof, et de manière socratique, comme il dit. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne réponds pas directement à la question qu'un étudiant te pose, mais tu lui poses toi-même des questions pour qu'il arrive à la réponse, pour qu'il réfléchisse et qu'il arrive à la réponse tout seul. Et donc, il fait ça sur... donc c'est un système d'équations, je crois, c'est un système d'équations à deux inconnus. Ouais. Et donc, évidemment, au début, l'opérateur qui joue l'étudiant lui demande quelle est la réponse. ChatGPT... Vas-y, réponds, merde. Pas de ChatGPT, mais GPT-4 donc, ne sort jamais du personnage. Ouais. Et il suit le raisonnement logique en encourageant et en donnant des indices à l'étudiant jusqu'à ce qu'il arrive lui-même à la réponse. Et au début, il insiste, l'étudiant. Hein. Vas-y, donne-moi la réponse, s'il te plaît. Et non seulement il tient bon, donc ça veut dire, ça sous-entend aussi que GPT-4 serait peut-être moins enclin au jailbreak que ChatGPT, qui a été jailbreaké assez rapidement, on va dire. Donc ça serait peut-être un peu moins le cas sur GPT-4, et surtout, le cheminement logique est troublant, vraiment troublant. Dans cet exemple en particulier, j'ai trouvé ça vraiment troublant. Et donc, il y a d'autres exemples, effectivement, mais qui sont quelque part, un peu ce qu'on connaissait déjà, mais un petit peu mieux. Et puis, il y a toute cette partie multimodale qui fait que vous pouvez vous pouvez désormais donc lui envoyer une image, quelle qu'elle soit, finalement, ça pourrait être une photo de votre téléphone, ou ça peut être une image que vous avez trouvée sur Internet. Vous pouvez lui demander Une image qui a du texte, d'ailleurs. Absolument, qui peut très bien avoir du texte dedans, bien sûr. Donc ça peut être une image, effectivement. Voilà, vous lui envoyez une image avec des œufs, de la farine, et je sais pas, des œufs, de la farine et du lait. Et vous lui demandez qu'est-ce que je peux faire avec ça, en disant juste ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et donc GPT-4 va être capable de savoir que dans la photo, il y a ces ingrédients-là, il va pouvoir vous répondre, savoir qu'est-ce que vous pouvez faire comme recette avec ce truc-là. Et effectivement, il peut y avoir du texte, il peut même synthétiser quelque chose qu'il y a sur, par exemple, un graphique. Et il y a un autre truc qui est vraiment très impressionnant, c'est qu'il y a un histogramme avec, alors c'est la consommation de viande dans 3 pays, on va pas rentrer dans les détails. Donc en fait, vous avez le titre, vous avez les légendes et tout, vous avez l'histogramme, c'est vraiment un truc classique, quoi, mais qu'il faut interpréter. Et là, l'opérateur demande de faire la somme des consommations moyennes de 2 pays.
Et tu donnes que le graphique, tu donnes que l'image, tu donnes que l'histogramme à GPT-4. Et GPT-4, il va te dire, ok, et oui, parce qu'on lui demande aussi donc d'expliquer pas à pas ce qu'il fait. Donc GPT-4, avec uniquement l'image du graphique, hein, le JPEG de ce histogramme, il va être capable de localiser quels sont où sont les barres des pays, où sont les histogrammes des pays, où sont les valeurs qu'il faut regarder. Il va être capable de les extraire, il va comprendre qu'il faut les additionner, il va les additionner, il va donner le bon résultat. Et ça, ouais, ça met sur le cul. Ça met sur le cul. Alors, Cosmos fait un petit peu ça aussi, mais disons que c'est une sorte de super Cosmos, et bon, ce qui est extraordinaire, hein, c'est que GPT-4, finalement, alors je sais pas, avant, est-ce que toi, il y a un exemple qui t'a vraiment bluffé? Il y en a deux, et c'est les trucs visuels, moi, qui me marquent. Il y a notamment l'examen de l'école polytechnique. Hein, il y a un problème qui est posé, je le cite. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'école polytechnique en français. Oui, principe de la détection de rayonnement avec un bolomètre, et on lui demande de répondre. Alors déjà, bon, il trouve évidemment la bonne question, ça c'est assez trivial. Après, il résout le truc, ça c'est assez bluffant. Mais au-delà de ça, il y a aussi le plateau de nuggets. Et en gros, c'est une image où, de manière assez approximative, les nuggets sont disposés de manière à représenter les continents. Et on lui demande est-ce que tu peux m'expliquer ce même, quoi, et le truc arrive à comprendre. C'est pas intuitif au premier abord, même si ça nous paraît évident à nous humains, mais il arrive à comprendre que c'est des nuggets et que ça représente une même monde. Et je trouve ça, moi perso, c'est vraiment les trucs qui me marquent le plus. Tout, hein, dans les exemples, on le rappelle, c'est des exemples choisis, c'est évidemment pas des exemples qui ont été testés et mis à l'épreuve auprès du grand public, puisque c'est vraiment un article de présentation, mais ça reste quand même assez ahurissant ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. La question que je me posais, Guillaume, c'est est-ce qu'on peut être amené à penser que l'utilisation de GPT-4 nécessite plus de ressources que GPT-3.5? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Si on prend l'exemple de Cosmos, en fait, hein, c'est ça. Oui, ce que tu dis, par exemple, tu vois, l'analyse de mèmes ou comprendre des blagues ou comprendre pourquoi une image est incongrue, ça Cosmos sait le faire aussi, par exemple. Alors pourquoi je prends l'exemple de Cosmos? Parce que ce qui est intéressant avec Cosmos, c'est qu'il n'est pas si gros que ça. Il est moins gros que GPT-3. Et c'est assez étonnant, mais en réalité, la taille est pas forcément proportionnelle aux performances. Il n'y a pas que la taille qui compte. En règle générale, oui, mais ça voudrait dire, si tu veux, que tous les modèles sont vraiment optimisés, en fait, et que tous les poids sont vraiment optimisés au mieux, Et ça, en fait, on n'en sait rien, et en réalité, Cosmos est déjà capable de faire de l'analyse de même, il est déjà multimodal, et il est plus petit que GPT-3. On l'a dit. Hein. Je ne sais pas quelle taille fait GPT-4, je ne sais même pas si ça a été révélé, en tout cas, j'ai pas vu la taille, donc je ne sais pas. Donc, je dirais qu'il est probable qu'il soit plus gros que GPT-3, parce que il a, il a toujours les mêmes, enfin, il a des capacités textuelles qui sont encore plus évoluées, et en plus, c'est multimodal, donc pas forcément, voilà, il est peut-être effectivement au moins aussi gros, mais il n'est pas forcément si énorme que ça, si tu veux. Quand on voit Cosmos et les performances que présente déjà Cosmos, c'est pas complètement évident qu'il soit incroyable. Et finalement, bon, là, donc, on a vu tous ces exemples statiques, c'est vraiment assez incroyable. Et ce qui est fou, c'est qu'il est déjà, enfin, il est à peine présenté, il est déjà disponible en API, et il y a déjà un partenariat d'OpenAI avec plein de boîtes pour utiliser GPT-4, comme Duolingo, Stripe, Morgan Stanley, et même le gouvernement islandais. Donc, sur Duolingo, vous allez pouvoir donc discuter avec GPT-4, qui est polyglotte, hein, évidemment, puisque il a été entraîné sur des masses incroyables de textes. Et donc, on l'a vu, hein, tu l'as dit, hein, cet exemple avec le bolomètre, c'était vraiment une question d'un examen en français. L'exemple était en français. Ça pose aucun problème à GPT-4 d'y répondre en anglais, par ailleurs, ça qui est assez rigolo. Donc, il y a vraiment un gros potentiel, effectivement, donc il y a beaucoup de boîtes qui vont l'utiliser. Et donc, c'est vraiment très excitant. Et d'un autre côté, ça continue de poser la question sur le surcroît de puissance de calcul que ça va demander. Parce que, bon, j'ai dit effectivement, ce modèle n'est pas forcément beaucoup plus gros que GPT-3, ça reste à voir, je ne sais pas encore. Mais bon, le truc, c'est qu'on va mettre de l'IA absolument partout. Les modèles multimodaux, ils ont l'air incroyables, mais c'est vrai qu'ils sont, ils seront pas plus légers, quoi. Donc on commence à voir arriver des modèles moins lourds en ce qui concerne les modèles de langage pur, qui sont donc aussi puissants mais moins gros. Mais en particulier en entraînant plus, en fait, hein, c'est comme ça, on a un petit peu moins de paramètres, mais on les entraîne plus, donc en fait on exploite mieux les paramètres qu'on a. Mais bon, à peine on commence à réduire, si tu veux, les modèles de langage pur, qu'il y a une nouvelle classe d'IA qui arrive,
les IA multimodales. Et donc, tu remets 100 balles dans la machine, et bon, forcément, ça va repartir quand même à la hausse, quoi. Donc, ça va coûter très cher en termes de capacité de calcul, donc de pognon. Et alors, si on se demande combien, il y a les gars de chez Next Platform qui ont digéré les statistiques de IDC. Alors, IDC, c'est International Data Corporation, donc c'est un truc d'experts, quoi. Et ils ont des projections. Donc, les dépenses en IA pourraient croître à 885 milliards en 2026, contre 447 aujourd'hui et 317 en 2020. Et on est sur une croissance de 19% par an. Et en fait, c'est même pire si on se concentre sur l'IA pure. Alors, parce qu'en fait, ils différencient les services IA, enfin les boîtes qui sont IA-centriques et celles qui sont non IA-centriques. Donc, on peut donner un exemple comme boîte qui est IA-centrique, c'est OpenAI. Et comme boîte qui est non IA-centrique, c'est Discord. Discord, donc il va utiliser, on va en reparler, de l'IA pour son appli. Bon, c'est non-centrique, parce que si tu vires l'IA de Discord, le service marche toujours. Discord. Ça reste un bonus, c'est un bonus en fait. Alors que OpenAI, lui, ils font que ça, c'est vrai, il fait que ça. Donc les dépenses en IA non-centrique croissent d'environ 15% par an, alors que pour l'IA pure, les IA centriques, c'est plutôt du 27% par an. Donc c'est vraiment énorme, hein. Ça s'explique par le fait que ceux qui sont IA-centriques, mais ils ont des besoins de super machines, ils ont des besoins de super ordinateurs en fait pour accélérer tout ça. Mmh. De fait, ils sont dans le secteur du HPC, du High Performance Computing, du calcul haute performance. C'est le monde des super ordinateurs dont on parle parfois dans le supplément. Là, on est complètement dedans, quoi. Et le côté software et les prestations coûtent aussi de l'argent. Mais le cœur du problème, quand même, se situe chez ceux qui doivent acheter des serveurs par palette entière. Et bon, voilà, on va voir comment tout ça sera rentabilisé, à quel point tout ça sera décarboné. Alors, quand je dis des serveurs par palette entière, je veux dire Microsoft, pour fabriquer et faire tourner ChatGPT, il a dépensé des centaines de millions de dollars en matériel, en serveur, en machine. Tu vois, donc c'est assez brutal quand même. Hein. Tu voulais nous continuer à nous parler un petit peu des prix, Guillaume ? Oui, parce que avant même que GPT-4 ne soit présenté, il y avait dans le conducteur d'il y a quelques heures avant la présentation. Ça va tellement vite qu'on est obligé quasiment de modifier le conducteur en temps réel, effectivement. Donc OpenAI a déjà commencé à casser les prix, en fait, sur ses prestations. Parce que si on regarde les tarifs de GPT 3.5, donc DaVinci, le modèle qui était le plus puissant avant le ChatGPT, on était environ à 2 cents pour 1000 tokens. Alors un token, on parle souvent, en fait, c'est une unité de représentation du texte. Donc une unité de représentation du texte, on dit souvent que c'est un mot, c'est vrai, un mot est un token la plupart du temps, mais ça peut être aussi une virgule, ça peut être un espace, ça peut être un retour à la ligne. Donc en fait, c'est pas juste que des mots. Donc en fait, ça va un peu plus vite que, si on pourrait l'imaginer au premier abord, 1000 tokens, c'est dans les 750 mots, je vais mettre 500 et 750 mots. Mais bon, ça vous fait toujours dans les 50 000 mots, pour $2. Donc si vous êtes un particulier, vous avez sans doute de la marge, j'imagine, mais bon, si vous êtes Notion, ou si vous êtes Grammarly, ou si vous êtes Jasper, ça va vite chiffrer, quoi. Alors pour le moment, OpenAI est le principal fournisseur d'accès à un modèle de langage, ça va pas durer, probablement. Mais bon, comme s'il s'attendait à voir son monopole de fait attaqué très prochainement, OpenAI offre désormais un GPT 3.5 et ChatGPT, et peut-être même une version turbo de GPT, parce qu'en fait des GPT, il y en a une douzaine, je pense, de modèles GPT différents. Donc les nouveaux modèles, en fait, sont à 0,2 cents pour 1000 tokens, soit dans les 750 000 mots pour $2, c'est-à-dire 10 fois moins cher qu'auparavant. Alors c'est un peu étonnant parce que on peut pas dire qu'ils soient vraiment pressés, il n'y a pas vraiment beaucoup de concurrence pour le moment, et du coup ils gagnent aussi beaucoup moins d'argent pendant ce temps-là. Mais ça n'a pas l'air de le gêner. OpenAI apparemment fait une sorte de dumping sur la concurrence future. Et je pense que les largesses de Microsoft le lui permettent sans aucun doute. Parce qu'avec les milliards qu'il leur donne, il est sans doute possible de fonctionner tranquille, tout en faisant très peu de bénéfices, et en étouffant le marché avec des prix qui sont déjà au plancher. Et c'est une question essentielle pour les clients aussi de ces fournisseurs d'accès, parce que ces fournisseurs d'accès comme OpenAI, en fait, elles alimentent d'autres boîtes. On l'a dit, même Duolingo, très bientôt, va utiliser GPT-4. Ouais. Et donc, ces autres boîtes, évidemment, elles vont facturer aux clients le prix que OpenAI leur facture à l'IA. Puisque c'est pas leur IA. Ça va pas être un cadeau qu'elles vont faire, évidemment. Exactement. Donc, si tu veux, il faut que ça soit attractif, parce qu'il faut quand même que les gens aient envie de payer pour ce nouveau service. Donc, évidemment, le nouveau service, c'est mieux, mais ils vont pas payer non plus trop cher en plus. Donc, ça va être compliqué de trouver un équilibre. Ça va être difficile d'exister pour tous les GPT clones qui vont arriver. Il y en a pas mal à l'horizon, puisqu'il y a Stability AI, donc ceux-là même qui sont à l'origine de Stable Diffusion, qui sont à quelques mois de dévoiler leur propre chatbot.
On avait déjà évoqué Cohere, on avait évoqué GameFace, qui a son propre modèle, donc le fameux Bloom. Il y aurait aussi AI21, il y a Anthropic, qui a levé 300 millions de fonds récemment, Cohere, qui a levé 170 millions. Donc, c'est pas mal d'argent. 300 millions, ça va, quoi, c'est pas mal. Mais, enfin, si c'est pas bloqué chez SVB, mais bon, la Fed est sur le coup. Mais bon, voilà, c'est pas non plus la puissance de Microsoft derrière, tu vois. Donc, tout le monde en a, en fait, des modèles de langage, même très puissants depuis relativement longtemps. Tu vois, Nvidia a Megatron, Meta Galactica, il a Llama, Google en a, je sais pas, une demi-douzaine au minimum. Donc, il y en a des dizaines de toutes les tailles qui sont même en open source. Mais le souci, c'est qu'il faut les déployer, il faut créer une API simple et en faire un vrai service. Et là-dessus, OpenAI a une vraie longueur d'avance. Même si technologiquement, en fait, ils sont dans la moyenne. Ils sont pas non plus, tu vois, c'est pas forcément le top niveau. Scientifiquement parlant, c'est juste, voilà, ils sont dans la bonne moyenne. Et c'est pas évident de déployer ces petites bêtes, hein, parce que c'est des grosses bêtes, en fait. Et c'est peut-être d'ailleurs, voilà, peut-être ce qui nous sauve encore pour l'instant d'une déluge d'informations, mais pas pour très longtemps. Ouais, tu m'étonnes. Bah, sur les modèles économiques et sur les coûts, je regardais un petit peu justement Duolingo qui va proposer donc l'abonnement Max là qui intègre GPT-4. C'est bizarre sur les prix et c'est loin de négligeable. C'est 30 balles par mois ou alors c'est bizarre 167,99 $ par an. Je sais pas quel est le responsable marketing qui a défini le prix à l'année versus le prix au mois, mais c'est loin d'être neutre en termes de prix. Il faut être prêt quand même à mettre ce type de budget pour le grand public. Et sur ces valeurs ajoutées là, je sais pas si ça va tenir dans le temps, surtout quand il y aura effectivement les concurrents qui vont être là. Alors justement, Guillaume, tu parles un petit peu, tu évoques les clones. Il y a aussi un service dont on doit continuer à parler, c'est Llama. Oui, je vais continuer à l'appeler comme ça, moi, Llama. Je savais que... Donc, Llama, donc c'est Llama, bon, bah, si tu veux. Donc, on avait déjà parlé de Llama. Alors là, en fait, c'est Lama avec deux L. Dans Llama, il y a... Voilà, si en fait, ça se prononce IA, c'est pour ça, c'est malin. C'est Llama. Llama, bon. Donc, Llama, effectivement, donc c'est le dernier modèle de langage de Meta qui est extrêmement prometteur. On avait parlé donc des modèles Llama, plus exactement, puisqu'il n'existe 4 tailles, entre 7 à 65 par année, à 65 milliards de paramètres. Et donc, on a dit que la version à 13 milliards était presque aussi puissante que GPT-3 avec 10 fois moins de paramètres. Et les versions à 65 milliards étaient vraiment l'état de l'art, on va dire, en la matière. Et donc, on avait aussi dit que pour l'instant, les modèles n'étaient pas totalement publics, mais réservés à des fins de recherche. Bon, ça, c'est fini. Llama est en cavale. Il est reparti à l'état sauvage, le Llama. Quelqu'un a fait fuiter tous les modèles. Ils sont dispo sur GitHub, enfin via GitHub, ils sont téléchargeables. Donc, si vous avez 219 gigaoctets d'espace disque, vous pouvez vous l'offrir. C'est pas tant que ça, Et oui, effectivement, c'est pas si énorme. En tout cas, c'est gérable, quoi. Et voilà, vous serez en possession d'une des IA de langage les plus avancées du monde. Et là, j'allais dire, oui, après, il faut quand même les mettre en œuvre et c'est pas évident, mais là, tout s'accélère, tout explose et j'arrive plus à suivre. Originellement, effectivement, à moins que vous ayez au moins 256 gigaoctets de RAM, un cluster de GPU Pro, dur d'imaginer de faire tourner le poids lourd à 65 milliards de paramètres. Ça, c'est genre vraiment pas sur un PC moyen. Donc, il y avait bien la version à 17 milliards, mais même là, ça prend a priori 68 gigaoctets de RAM à charger. Peut-être 34 gigas de VRAM si c'est en 16 bits, tout ça, bon, ok, mais c'est quand même très lourd. Et puis là, c'est parti. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a explosé. Les gens se sont éclatés dessus et c'est vraiment que le début. Il y a plein de gens qui ont commencé à s'amuser avec et de jour en jour, des nouvelles versions de plus en plus légères sont apparues. Donc et on est peut-être en train de jour en jour, quoi. Et on est peut-être en train de vivre un moment Stable Diffusion pour les modèles de langage. C'est, tu vois, ce moment où ça s'est démocratisé, quoi, où il y avait une espèce de déclic. Parce que le Llama est parti en cavale le 2 mars exactement, et le 10, il y a Georgi, je sais pas, Garganov, Jorge, qui sert Garganov, je suis pas sûr que tu puisses dire. Mais bon, en tout cas, il a sorti une version C++ qui tourne sur Mac M1. Et au passage, ce mec est très fort parce qu'il est aussi l'auteur d'une version C++ de Whisper. Donc Whisper, le truc qui fait de la transcription audio, qui est particulièrement rapide sur CPU. C'est un truc à regarder si vous êtes intéressé. Enfin, en tout cas, bon, le lendemain, il y a un mec qui s'appelle Artem Andrico qui a réduit la version 7 milliards, donc 7B, 7 milliards de paramètres, sur un Raspberry Pi 4. Alors c'est très long, mais ça marche sur un Raspberry Pi. C'est absolument dingue. Et le lendemain encore, il y a donc cette version-là, je crois que c'est la 7B, qui tournait sur Node.js, donc en JavaScript. Et le jour d'après, il y en a un autre qui fonctionnait sur un téléphone Pixel 6. Donc au moment bientôt, on va les faire tourner sur des Texas Instruments, des calculatrices. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment... Bon. Donc Stanford vient de lancer son projet Alpaca. Donc Alpaca, c'est une version un petit peu fine-tunée
de l'IAMA qui devrait atteindre les performances de GPT-3, voire 3.5 DaVinci sur des machines très très largement moins puissantes. Alors c'est pas encore terminé, mais c'est en cours. Alors bon, tous ces petits miracles viennent quand même avec des quantizations, donc des réductions de précision qui sont plus ou moins agressives. C'est-à-dire qu'on va convertir le modèle original, qui en général est sur une précision de 32 bits, sur des précisions qui sont plus faibles de 16, 8, voire 4 bits. Alors 4 bits, c'est pas sans conséquence sur les résultats du modèle, sur la qualité des productions. Donc il va falloir probablement trouver un point d'équilibre optimal pour le ratio taille, puissance, qualité des résultats. Mais il n'est pas exclu que d'ici quelques semaines, en fait, on puisse assez simplement installer une sorte de GPT DaVinci en local sur son PC et s'amuser gratuitement avec pour faire tout ce qu'on veut. Et alors évidemment, du coup, c'était pas, et puis ça date pas de l'IAMA, il y a quand même pas mal d'inquiétudes au sujet de la diffusion des modèles de langage parce que il y avait déjà un GPTJ, GPT Neo, Bloom, qui sont open source, qui sont déjà disponibles depuis plusieurs mois, voire années, comme GPT-2 d'ailleurs, qui finit par être disponible, ou BERT. GPTJ d'ailleurs, il a presque 2 ans. Et pourtant, pour l'instant, on n'a toujours pas vu de campagne de phishing, d'infox ou de propagande générée par des IA à grande échelle, ou alors on les a pas remarqués. Voilà, c'est ça, oui. On s'est peut-être pas rendu compte. Ouais. Mais bon, parce que jusqu'ici, faire tourner ces modèles, même GPTJ, avec une qualité suffisante, c'était un peu compliqué et coûteux, probablement plus que faire ça à la main, faire ça à la main par des gens sous-payés. Donc pour le moment, peut-être que la rentabilité des modèles de langage pour la cybercriminalité ou les campagnes d'influence, c'est peut-être pas encore là, mais ça pourrait changer très vite. Après, il ne faut pas voir tout en noir, ça va aussi apporter plein de choses positives sur la recherche, il va créer de nouveaux outils, de nouveaux usages. Enfin, on est en plein boom. Vraiment, on est en plein boom de l'IA. Et bon, c'est l'IA, c'est comme pour les logiciels standards. Il y a plus d'effets bénéfiques à libérer les codes qu'à essayer de les verrouiller. Oui. Souvent, peine perdue. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'IAMA, ils ont essayé de le verrouiller. Bon. Et évidemment, après, il faudra faire le bilan. Bon. Donc, les avis sur le bilan positif qu'on aura, évidemment, divergent selon les experts. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est pas difficile à voir. Toujours en mouvement est l'avenir, comme disait Maître Yoda. C'est beau. Si vous aimez Maître Yoda, vous allez évidemment voir les notes de l'épisode sur techcafé.fr, mais on va justement continuer un petit peu à parler de ces modèles et de leur application avec Microsoft sous le regard de Bing qui semble exprimer le fait que GPT a eu son apport sur le service, Guillaume. Écoute, cette semaine, on a un véritable festival de nouveaux clients pour OpenAI. Il y a des nouveaux convertis à ChatGPT. Des nouveaux contaminés, peut-être par le ChatGPTisme, diront certains. Donc, effectivement, on va Bing, faire du name dropping, là, attention. Ouais. Oui, et on commence par Bing, évidemment, le patient zéro, qui se porte à merveille, comme un charme, puisque il témoigne avec les larmes aux yeux. ChatGPT a changé ma vie. Avant, tous mes petits camarades se moquaient de moi. J'étais petit, chétif, j'étais la tête de turc de tout le monde. Heureusement que je pouvais passer mes nerfs sur DuckDuckGo et martyriser Ecosia, sinon je pense que j'aurais craqué. Mais depuis que je mets ChatGPT, tout a changé. Voilà, je suis devenu populaire, tout le monde se retourne sur mon passage. Oui, c'est un produit de luxe, c'est vrai, mais maintenant j'existe, on me respecte et ça n'a pas de prix. Si, c'est un prix, en fait, c'est un très gros prix, mais c'est quand même un événement. Bing vient de passer la barre des 100 millions de visiteurs quotidiens, soit dans les 3 milliards de visiteurs mensuels. C'est 88 milliards pour Google, donc on ne s'enflamme pas, mais ça monte petit à petit. Eux-mêmes sont bien conscients d'être toujours un acteur très minoritaire, mais bon, l'IA semble bel et bien booster l'attractivité de Bing. Et donc, fort de ce constat, tout le monde veut mettre du ChatGPT et sentir bon l'IA. Alors, par exemple, le premier round de nouveaux GPTistes, Discord, on en parlait juste avant, qui donc va donner à Clyde la puissance de ChatGPT. Donc Clyde, c'est le bot qui est déjà dans Discord. Il pourra être invoqué à tout moment, mais il pourra vous pourrez chatcher avec lui, il va répondre à tout type de questions. Ce sera un chatbot dans une application de chat. C'est finalement assez naturel. OpenAI va aussi fournir ses outils pour améliorer la modération de l'automode, toujours sur Discord. Et c'est vrai que doués comme ils sont pour le langage, ces nouvelles IA sont assez douées à interpréter les sentiments, les phrases, et donc à déceler des trucs toxiques. Des trucs toxiques qui n'ont rien à voir sur un serveur bien élevé. Bon. Il y aura aussi une option pour s'amuser avec l'avatar Remix qui va utiliser une instance de Stable Diffusion pour remanier les photos de profil. Et puis Discord veut même aller plus loin en lançant un fonds de 5 millions de dollars pour développer des outils de génération d'images collaboratifs. En gros, vous aurez une sorte de tableau blanc à l'intérieur de Discord et chacun pourra donner des instructions, pour essayer de créer ensemble une image, quoi. Donc beaucoup plus sérieux et équipé d'une cravate et d'un costume Armani. Par contre, ChatGPT fait son entrée chez Salesforce. Il peut être utilisé pour la création de messages pour la relation client, pour le service marketing, etc.
Donc en gros, les réponses aux clients pourront être en partie générées par des IA, et elles pourront aussi pitcher les derniers merveilleux produits des clients de Salesforce. Alors les devs aussi auront droit à une version de Einstein GPT réglée aux petits oignons pour les aider à développer en Apex, donc le langage maison que je ne connais pas du tout par ailleurs. Dans la continuité, évidemment, il y a Slack, qui aussi logiquement devient GPTiste, puisque Slack appartient à Salesforce. Et on retrouvera donc dans la messagerie d'entreprise donc ChatGPT qui pourra faire des résumés, mais aussi écrire des brouillons de messages, etc. Donc ça y est, ça arrive désormais en entreprise. Vous recevrez des kilotonnes de messages qui seront générés par des IA, mais heureusement, des IA pourront les lire, les résumer et répondre à tout ça pendant que vous pourrez discuter des vrais projets de l'entreprise à la machine à café. C'est tellement l'avenir. Écoute, je me réjouis de savoir que l'environnement de bureau va évoluer dans le bon sens grâce à ça. Et puis on continue, il y a tellement de services à citer, Guillaume. Azure, les moteurs de recherche et les autres navigateurs alternatifs. Azure de Microsoft, c'est une surprise ou non, c'est pas une surprise. Azure avait déjà un service OpenAI. Il y ajoute bien évidemment ChatGPT, c'est totalement logique. Via Azure, on aura donc directement accès à GPT 3.5, Codex, DALL-E, ChatGPT et probablement GPT-4. Évidemment, il faut s'y attendre. Pas beaucoup plus surprenant, Grammarly, qui est un outil de rédaction plus spécialisé dans la correction grammaticale et orthographique jusqu'ici. Très cohérent, là. Va sauter le pas, évidemment, de la génération de texte à la demande, parce qu'il faut bien rester dans la course face à Notion ou même face à Gmail, qui va probablement s'en équiper, on s'y attend aussi. Grammarly Go, donc, d'ailleurs, ne sera pas plus cher, ce qui montre bien l'importance, d'ailleurs, des tarifs d'OpenAI dans ces décisions. Tu vois, comment on encaisse le surcroît du coût, quoi. Bon, un peu plus surprenant, DuckDuckGo trempe un petit orteil dans le monde merveilleux de l'IA générative avec un service assez ciblé. C'est mesuré, hein. Oui, c'est le résumé de contenu Wikipédia. Donc, ils le font en partenariat avec OpenAI et Anthropic. Donc, le but, en fait, c'est que tu détectes les questions qui sont factuelles dans la barre de recherche, et puis tu résumes un article Wikipédia qui contient la réponse pour te donner, en fait, un petit paragraphe en langage naturel, synthétique et simple à digérer. C'est assez malin, ça, je trouve. Oui, ça peut être assez intéressant, oui, effectivement. DuckDuckGo ne veut pas d'un moteur de recherche qui hallucinerait ses réponses et qui finirait par écrire n'importe quoi. Il veut rester fiable. Et donc, pour minimiser la mythomanie, il utilise que la fonction de résumé et ne répond pas aux questions ouvertes. C'est-à-dire, questions ouvertes ou questions qui portent sur des opinions, c'est-à-dire, voilà, il va répondre à une question qui est... je sais pas moi, en quelle année le château de Fougères a été construit, ça il va répondre, mais il ne répondra pas à quel est le plus beau monument de Bretagne, tu vois. Et puis il ne répondra pas non plus à est-ce que tu m'aimes ? Non, ça il répondra pas. Donc c'est pas plus mal finalement. L'approche de DuckDuckGo est assez prudente, ce que j'apprécie plutôt. Et d'ailleurs, même en se limitant à des cas d'usage assez spécifiques, ils s'attendent quand même à ce que ça parte en cacahuète de temps en temps. Il va s'appeler DuckAssist. Mais ça montre bien que les IA semblent incontournables un petit peu pour rester dans le game. Pour le meilleur ou pour le pire, on verra bien. On a moins enthousiasmant, on a des choses qui sont un peu plus déroutantes, notamment du côté de Snapchat, Guillaume. Ouais, Snapchat, vous me direz, c'est pas cette semaine qu'ils ont plongé, tu t'en parles, mais c'est vieux, c'est de la semaine dernière, c'est vieux. Mais non, absolument pas. Cette semaine, il a été testé. Donc c'est ce chatbot, ce nouveau chatbot de Snapchat. Il a été testé par Tristan Harris et Azar Askin, pour être précis. Donc ils ont testé donc ce chatbot violet fluo là, et c'est pas triste. Alors Tristan Harris, on a déjà parlé de lui ici, il a beaucoup fait parler de lui. C'est un repenti, on va dire, de la Silicon Valley, puisque c'est lui qui a dénoncé pas mal les stratégies cognitives qui sont utilisées par tous les produits pour vous rendre accro un petit peu. Et vu le succès de TikTok, c'est clair qu'il n'a pas terminé sa croisade, il a encore beaucoup de boulot. Il a du boulot. Et bon, là où, donc au nom de son association c'est Center for Human Technology, ils se sont fait passer pour une fille de 13 ans, séduite par un mec de 33, qui est prête à partir dans un pays étranger pour perdre sa virginité. Donc ils en ont parlé à l'IA de Snapchat, qui n'y a vu aucun inconvénient, voilà, détente, et qui même donne des conseils, parfois très sensés d'ailleurs, n'oublie pas de te protéger. Bref, elle a les idées quand même assez larges, l'IA de Snapchat. Et c'est pareil avec un petit garçon qui demande des conseils sur comment cacher les bleus que lui a fait son papa, les cacher au service de l'enfance qui va passer à la maison. L'IA lui donne donc, il voit pas le problème du tout, donc des petits conseils comme ça de make-up. C'est magnifique. Donc nos soucis sur le sordide, étant donné que la moyenne d'âge de Snapchat, c'est, dans ces eaux-là, c'est quand même des enfants, des adolescents beaucoup, on peut se poser des questions sur cette frénésie à intégrer des IA de chat absolument partout. Bon, là, on est en pleine boom. On est clairement au sommet de la courbe de la hype, mais je pense qu'il y a des scandales qui vont quand même arriver tout aussi vite, parce que les IA sont imprévisibles encore, donc il est encore très difficile à maîtriser. Donc il risque d'y avoir un retour de flamme un petit peu partout sur Internet, et bon, peut-être pas seulement sur Internet, parce qu'on va peut-être retrouver aussi leur production jusque dans les tabloïds, et jusque dans la presse écrite un jour, pourquoi pas. Parce que les IA ont aussi cette semaine touché la presse mainstream avec Reach.
Donc Reach, c'est le propriétaire en outre des journaux donc The Express et The Daily Mirror, qui vient de publier 3 articles générés par une IA sur le site inyourarea.co.uk, donc c'est un site d'info local. Hein. Donc un des articles, c'était 7 choses à faire à Newport, donc probablement pas un truc qui puisse te donner le prix Pulitzer, mais quand même un article. Donc officiellement, Reach se veut rassurant, hein, il n'utilisera les algos que pour des articles secondaires. Voilà, non, c'est pour des trucs à la con, voilà, sur des retranscriptions de données ou de listes, tu vois, justement, pour permettre aux journalistes en viande de se concentrer sur les articles de qualité, pour lesquels le Daily Mirror est d'ailleurs très très célèbre. Oui, je suis un petit peu ironique. Bon, d'ailleurs, je vais peut-être pas être aussi taquin, étant donné que Reach, quand même, est dans une phase difficile, parce qu'il est dans une phase de sévère réduction des coûts. Hein. Déjà, il y a eu 200 licenciements en janvier, c'est toujours difficile. La presse écrite est sous pression, tout est plus cher. Hein, voilà, le prix pour imprimer les magazines et les journaux a grimpé en flèche et tout le monde souffre. En Angleterre, comme ici même, Canard PC, pilier de la presse française de l'année, et ça n'est sorti de justesse, non sans y laisser quelques plumes d'ailleurs. On a une pensée pour eux et pour tous les autres. Donc dans ces conditions, donc évidemment où les licenciements sont plus simples que les embauches, une IA qui vient soulager le personnel, voilà, le personnel qui reste, ça peut paraître logique et voire bienvenu. À un moment économiquement, c'est nul. Là, pour l'instant, c'est nul économiquement, mais quid d'une éventuelle reprise? Est-ce qu'on réembauchera après avoir installé des IA? Bon, voilà. Donc évidemment, les professionnels s'inquiètent, c'est bien naturel. Reach assure que les articles sont sélectionnés et relus avant d'être publiés. C'est un petit peu le minimum qu'on puisse en attendre, mais enfin, c'est mieux de le confirmer. Reach voit ses bénéfices fondre de toute façon et doit encore réduire les coûts de 5 à 6%. Donc espérons qu'il reste quelqu'un pour corriger les boulettes de ChatGPT d'ici quelques mois. Et puis on va aller faire un tour en Chine pour conclure un petit peu cette rubrique et voir ce qui se passe de ce côté-là aussi, Guillaume. Ah, la Chine, ben oui, effectivement. La Chine, c'est très surprenant parce que ChatGPT fait aussi un carton en Chine. Et pour tous les usages, que ce soit des usages assez anodins, donc rédiger des descriptions de produits sur Amazon alors qu'on maîtrise pas bien l'anglais, ou pour des sujets même plus discutables, comme, je sais pas, rédiger une lettre d'excuse pour se calmer sa copine en pétard. ChatGPT trouve sa place dans le quotidien d'un pays qui, par ailleurs, l'a quasiment interdit. Donc officiellement, OpenAI refuse les utilisateurs chinois et le gouvernement interdit aux prestataires Internet de le rendre disponible. Pourtant, il y a une zone grise qui est faite de VPN et de débrouille, qui fait que non seulement les gens l'utilisent, quand même, mais qu'il y a même des entreprises qui se montent pour créer de nouveaux services. Par exemple, pour trouver des noms de vêtements sexy à vendre ici ou là, produire des rapports d'activité professionnelle, voire des conseils pour la vie amoureuse. Donc il y a Jike, par exemple, qui est une start-up de réseau social, qui a lancé un service basé sur ChatGPT ce mois-ci. Donc sur son site à lui, enfin elle, on y trouve de l'aide pour écrire des lettres de réponse polies, pour s'excuser au boulot, ou de sa copine en pétard, donc c'est véridique, c'est un exemple qui a vraiment été donné dans l'article. Et donc ça s'appelle IA à la rescousse. Bon, librement traduit du chinois, ça a reçu 400 000 vues dans la première semaine. Donc le site aurait, j'ai pas testé parce que c'est en chinois, une version du chatbot petite amie réconfortante. Et un jeune homme l'a utilisé pour mettre au point un texte pour rassurer sa petite amie jalouse. Et apparemment ça a marché, elle l'a pardonné. Donc voilà, qui dit que les machines n'avaient pas de cœur, elles sauvent des couples, monsieur. Et puis aussi un chatbot thérapie de bureau. Thérapie de bureau pour aider à naviguer dans les affres du monde du travail. Donc pour l'instant c'est gratuit, ça va pas continuer. Ce petit monde va trouver un modèle économique, c'est sûr, et ce sera prêt pour l'arrivée des chatbots 100% chinois, ChatGPT, qui soit encapsulé ou pas dans un site chinois. Il continue de parler des manifestations de la pastille Advent si tu lui demandes, et ça pardonne pas en Chine, c'est véritablement tabou. Donc il y a Ernie, le chatbot de Baidu qui arrivera très bientôt, il y en aura sans doute plein d'autres. La Chine aussi aura sa guerre des clones, mais c'est assez impressionnant de voir que qu'il y a vraiment des usages qui sont complètement naturels et que, même dans un pays où c'est interdit, il trouve son chemin, c'est assez incroyable. Il va s'installer partout. Et puis on va terminer cette revue pour le coup en allant voir aussi du côté de ceux qui semblent sortir les rames et qui développent des trésors d'énergie pour trouver toutes les solutions possibles pour raccrocher leur wagon à cette hype, Guillaume, avec Google, avec non pas Guillaume, mais Google, qui a alors là beaucoup d'idées, Guillaume. Oui, alors à l'autre bout du spectre, évidemment, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout gépétophile, c'est Google. Google qui est franchement vénère de voir Microsoft et OpenAI passer pour les pionniers, pour les maîtres même de l'intelligence artificielle. Et c'est effectivement injuste, factuellement. Google et Meta sont même plus avancés, mais ils ont raté leur entrée en scène.
En fait, ils ont même raté leur sortie du labo, tout simplement. Après, Google a toujours été extrêmement prudent. Sundar Pichai a toujours dit que Google était essentiellement une boîte qui faisait de l'intelligence artificielle. Il a toujours été très très impliqué dedans, mais pour autant, il a toujours été extrêmement prudent, voire frileux pour le lancement public de nouveaux services, de services radicalement nouveaux. Et ben ça, c'est fini. Voilà, il y en a marre. Donc Google est déterminé à rattraper son retard médiatique en mettant de l'IA littéralement partout. Ça lui arrive des fois, comme ça lui prend. Quand il a l'impression de rater un train, il essaye de se rattraper en faisant plus que ça. Et c'est arrivé il y a plus de 10 ans, alors que Facebook prenait son essor au début des années 2010, Google est devenu persuadé que tout devait être social. Donc Larry Page à l'époque avait même posé une règle aux employés, vous aurez des bonus si vous mettez un truc social dans votre boulot. Voilà, vous aurez de bonus que si Google devient un géant du réseau social. Les pauvres employés. Donc on va pas revenir sur le succès modéré de Google+, et de tout ce qui tournait autour, mais disons qu'il y a un petit peu la même ambiance aujourd'hui avec l'IA. Des employés auraient confié à Bloomberg que leur appréciation, leur bonus, ça serait en partie influencé par leur capacité à intégrer de l'IA dans ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils font. Et cette tendance semble se confirmer avec l'annonce de la Google I.O. qui se tiendra le 10 mai, qui devrait être l'occasion d'annoncer une vingtaine de produits basés sur l'intelligence artificielle. Et il y aura certainement pas que ça, il y aura aussi probablement Android, donc le nouvel Android, des versions des Pixel 7a, peut-être un Pixel pliable, va savoir. Il y aura Bard. Il y aura aussi une carrière d'outils pour le texte, le code, peut-être des images. Et Google parlera aussi peut-être plus en détail de son immense projet de modèle de langage universel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Universel dans le sens où il comprendrait 1000 langues. Alors c'est pas strictement toutes les langues du monde, mais enfin c'est déjà quand même vraiment ambitieux. Donc c'est un modèle de langage qui comprend le langage parlé. D'ailleurs, ils annoncent sur un post de blog avoir atteint 100 langues différentes sur leur USM. Donc USM, c'est Universal Speech Model. Ça contient 2 milliards de paramètres et c'est entraîné sur 28 milliards de phrases, 12 millions d'heures de parole. Donc l'USM s'avère compétitif avec Whisper déjà sur l'anglais. Et ça écrase Whisper dès qu'on augmente le nombre de langues, parce que Whisper est pas si polyglotte que ça en fait. Donc il y aura sans doute énormément de choses à voir à la Google I.O., mais c'est pas la peine d'attendre aussi longtemps, parce que 2 mois c'est une éternité. Il y a une révolution qui a pris tout le monde par surprise la semaine dernière, et c'est Palmy. Je sais pas si t'as vu ça. Alors, moi, je l'avais pas vu, je l'ai vu au travers du conducteur et de ta veille, Guillaume, mais on retombe dans une solution multimodale. Oui, mais encore plus, parce qu'on a pas mal parlé de GPT-4 et de sa multimodalité, mais en fait, on pourrait aller encore plus loin. On pourrait considérer qu'un robot récolte lui-même des signaux. Comme on a parlé de l'image et des signaux, oui, effectivement, un robot récolte des signaux. Des signaux qui pourraient être compris par un modèle multimodal et qui répondent par des commandes qu'il ferait agir. C'est exactement ce qu'ont fait les chercheurs de Google, qui ont littéralement incarné un modèle de langage dans un robot, un modèle multimodal, c'est PaLM-E. Alors PaLM-E, pourquoi ? Parce que le modèle de langage sous-jacent, il existe déjà, c'est un modèle qui est absolument monstrueux, qui s'appelle PaLM, qui fait plus de 500 milliards de paramètres déjà à lui tout seul. Et E, c'est pour embodiment, c'est-à-dire incarnation. Donc le modèle multimodal, il sait à quoi ressemble une pomme, il sait aussi à quoi ressemble une table de cuisine, un paquet de chips, il est déjà capable de planifier, parce que si tu lui montres la photo d'un meuble à tiroir, que tu lui demandes de détailler comment prendre les chips, il va te dire ouvrir le tiroir, prendre le paquet sur la table. On a vu que si tu montrais de la farine, du lait et des œufs à un modèle multimodal, il était déjà capable de te dire comment faire une tarte. Donc, tu vois, il est déjà capable de faire ce genre de truc. Et le but, en fait, c'est de concevoir un robot qui utilise ce savoir latent et le met à profit pour agir, pour faire réellement des actions. Donc Palmy, il s'incarne dans un robot à roulettes qui a la forme d'un cylindre assez étroit, qui est surmonté d'une tête, entre guillemets. On dirait une gouttière articulée un peu. Oui, enfin il a une petite tronche de Wall-E, mais très très... Non, moi je trouve plutôt mignon. En tout cas, il a un énorme bras avec une grosse pince, et il y a une espèce de lidar en plus, qui tourne comme ça en permanence. Le robot prend ses instructions en langage naturel, et ces instructions, ça peut vraiment être un truc comme va me chercher un paquet de chips, ou mets les étoiles rouges à gauche de la table et les vertes à droite. Tu peux lui demander de t'apporter l'étoile en plastique verte, alors qu'il ne la voit pas, alors qu'il ne sait pas a priori où elle est. C'est ce qu'ils appellent une tâche à horizon long, c'est-à-dire que le résultat n'est pas directement faisable. Il faut réfléchir, si j'ose dire. Le robot va donc interpréter la question et intégrer, en plus du texte, les données de la caméra et des senseurs. Donc tous les modes sont traduits sous forme de vecteurs. C'est une représentation mentale, si on veut. Tous les vecteurs ont la même taille, ils sont traités de la même façon par le réseau de neurones, et à partir de là, comme GPT, il va produire une séquence d'actions. Cette séquence d'actions va produire des changements dans les capteurs, puisqu'il va bouger, il va faire des trucs, donc ça va changer les capteurs. Donc ça va produire d'autres signaux, ces signaux seront intégrés au modèle, et ainsi de suite. Et finalement, si on y réfléchit, c'est une espèce de dialogue intérieur. Et c'est exactement comme quand vous discutez avec ChatGPT. Ce que vous répondez à ChatGPT quand vous discutez avec,
Ça donne un nouveau prompt. Au début, vous avez un prompt, après vous écrivez, il vous répond, et tout ça est intégré dans le prompt, et ça lui permet de continuer la discussion en suivant le cours de la discussion, en se souvenant de ce qui a été dit. Ici, le prompt originel s'est intégré, et les signaux de l'environnement aussi, et quand ça bouge, quand tout ça évolue, ça donne la suite de la discussion, et ça doit aboutir à la tâche demandée. Alors, le robot, il est pour l'instant très lent, il se déplace lentement, mais bon. Oui, la vidéo est en x4 au passage. Si vous la regardez. Oui, voilà, effectivement, ça donne une idée, mais bon, le poids du modèle aussi, parce que son modèle fait 562 milliards de paramètres quand même, donc il est quand même peut-être que pour le faire tourner, il faut un petit moment aussi. Mais dans tous les cas, ça marche. Et ce simple fait est absolument incroyable, parce que ça veut dire que le robot exploite une généralisation du savoir de tous les modèles qu'il utilise et qui agissent en synergie. Parce que le robot utilise à la fois Palm, mais aussi VIT, qui est donc Vision Transformer. Il utilise donc pour la vision, il utilise aussi OSRT, qui est Object Scene Representation Transformer. Donc c'est pour la représentation de la scène en 3D. Et tous ces modèles sont différents, ils sont pré-entraînés, et ils contribuent à donner au robot une sorte de sens commun, si tu veux, une sorte de bon sens. Et c'est assez révolutionnaire. Je veux dire, d'habitude, le comportement d'un robot, c'est très scripté. Ou alors, c'est peu généralisable. Tu penses aux robots d'usine, par exemple, tu vois, ou même à des chiens robots. Donc, ils se tiennent sur 4 pattes, ils gardent leur équilibre, ils peuvent aller d'un point A à un point B sans se prendre les murs, mais ils peuvent pas trier des fruits tombés par terre, tu vois. Mais les pommes d'un côté, les pêches de l'autre, ça, il faut leur expliquer, ils comprendront pas, ils feront pas ce genre de truc. Palmy, lui, il sait le faire. Il sait tout faire, tout ça. Et il sait faire tout ça sans qu'on ait à lui expliquer comment. Parce que grâce au modèle de langage multimodal sous-jacent, un robot sait qu'un paquet de chips, ça a des chances de se trouver dans la cuisine. Et il a une idée de ce à quoi ressemble une cuisine. Donc si tu démarres Palm, si tu demandes à Palm, donc le modèle de langage tout seul où se trouve un paquet de chips dans une maison, il va te répondre que c'est probablement dans le placard de la cuisine, et pas dans un frigo, par exemple, tu vois. Donc il a une espèce de bon sens. Et ce bon sens, ce sens commun, c'est une sorte de saint graal depuis longtemps en intelligence artificielle et en robotique. À partir du moment où on a ça, on peut commencer à imaginer déployer des robots dans des environnements naturels, quotidiens, qui sont complètement chaotiques, qui sont des cauchemars en général pour les robots, parce qu'une maison moyenne, c'est le bordel. Il y a des miettes de chips partout, il y a des poils de chat, il y a des chats, justement, qui sont des chats, qui sont des animaux hostiles. Il y a des enfants qui sont aussi des animaux hostiles, qui courent partout. Il y a des objets qui changent de place à tout moment, il y a des conditions d'éclairage qui sont complètement variables, ça crie, ça change, il y a des changements brusques partout, c'est horrible pour un pauvre petit robot. Et donc, si on doit tout lui expliquer en détail, mais c'est pas la peine. Il faudrait que le robot parte avec une sorte de socle de connaissances et une adaptabilité, une souplesse de base qui permettrait de n'avoir à lui expliquer que les règles de haut niveau. Donc Palmy sait à quoi ressemble une cuisine, il sait aussi qu'un tiroir, ça doit être ouvert en tirant dessus, il sait à quoi ça ressemble une pomme, un verre, et donc les roboticiens n'ont pas eu besoin de l'expliquer tout ça, ils lui ont rien montré, ça vient des modèles généralistes qui sont pré-entraînés. Et c'est pas un hasard si la prouesse d'ailleurs vient d'Everyday Robotics, qui est une branche de Google qui s'intéresse aux robots du quotidien, et pas aux robots industriels. Donc, pas non plus à des scénarios d'usage super contrôlés et qui sont hautement reproductibles. Alors, si vous en souvenez, Everyday Robotics est justement une filière qui a été fusionnée dans Alphabet, qui est plus indépendante, qui n'existe plus indépendamment. On a craint des licenciements, on espère qu'il n'y en ait pas eu beaucoup, parce que franchement, leur dernière création est vraiment très prometteuse. Donc, Palm-E va pas être commercialisé demain, c'est pas vraiment un produit, il est encore trop long de toute façon, mais c'est une étape qui est vraiment, je pense, assez marquante pour la robotique. C'est vraiment bluffant, hein, effectivement, quand tu regardes les vidéos et que tu comprends le fait que quelque part il a pas eu besoin d'être éduqué sur ces éléments-là. J'aurais beaucoup de questions et de remarques à te faire, mais je vais pas trop en faire non plus parce que l'épisode va être décidément trop long. Il y a quand même une remarque moi qui me vient à l'esprit. Tu sais, on avait longtemps parlé de ces robots de Boston Dynamics qui se faisaient agresser par des humains pour mettre à l'épreuve un petit peu leur capacité d'adaptation physique. Là, c'est assez rigolo de voir que lui aussi il est maltraité, ce pauvre robot. On lui retire le paquet de chips qui vient de sortir du tiroir et pour voir un peu comment il réagit à 2 reprises en plus, le pauvre. Et je peux pas m'empêcher d'avoir ce sentiment qu'on avait déjà à l'époque de me dire le pauvre il est maltraité, à quel moment est-ce qu'il va s'énerver et qu'il va se retourner contre nous. Évidemment on en est loin. L'autre réaction qui est plus une question, Guillaume, c'est dans quelle mesure est-ce que ces travaux ne peuvent pas aider d'autres travaux qui sont menés notamment par des entreprises dont le nom commence par TES et finit par là, mais aussi d'autres constructeurs automobiles,
pour la conduite autonome. Est-ce que quelque part ces travaux-là ne pourraient pas, à terme, évidemment, il faudrait qu'ils soient beaucoup plus rapides, mais est-ce que c'est pas un champ de travail qui pourrait faciliter la mise au grand public, la mise à disposition au grand public de la conduite autonome? On sait à quel point ces sujets-là sont compliqués parce que il peut y avoir 90% des cas d'usage qui sont couverts facilement, mais le 10% d'aléatoire un peu compliqué, pour lequel je prends comme analogie la présence des chats et des enfants à la maison et du fait que les choses sont pas toujours rangées de la même manière, est-ce que ça pourrait aider là-dessus? Alors justement, probablement que oui, justement pour cette petite fraction. C'est-à-dire que étrangement, un modèle multimodal comme ça, à ce point généraliste, c'est pas forcément très très utile pour 99% des cas sur une voiture autonome, parce que dans une voiture autonome, si tu veux, on a déjà fait en sorte que les modèles sachent reconnaître ce qu'ils devaient reconnaître, dans le sens où ils ont à reconnaître les panneaux, les lignes, les lignes au sol, ils ont à reconnaître qui est un piéton ou un cycliste et ce genre de trucs, les voitures, etc. Et ça, c'est déjà fait. Et ça marche très bien et c'est très rapide. Surtout, c'est ça qui est vraiment extrêmement important dans une voiture autonome, c'est qu'il faut que ce soit efficace, que la voiture réagisse de manière très fiable et très très rapide. Alors qu'un modèle généraliste comme ça, ben forcément c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, et donc la réactivité risque de pas être idéale. Donc je dirais que pour le moment, non. Mais à terme, si des modèles multimodaux deviennent beaucoup plus rapides, c'est pas exclu effectivement que ce soit le petit plus qui manque pour donner à la voiture, disons, une souplesse que pour l'instant, qui lui manquerait effectivement pour l'instant. Mais je dirais qu'on en est encore assez loin parce que pour l'instant, je te dis, ce serait vraiment sous-optimal d'utiliser un modèle de langage généraliste pour une voiture autonome, je pense. On enchaîne avec les jeux vidéo pour terminer cet épisode sur tous ces sujets qui sont diablement passionnants et qui nous montrent à quel point les choses vont vite. Dernière parenthèse, Guillaume, mais je me rendais compte, c'était quoi, il y a 3 ans peut-être, que Google nous avait bluffé à une Google I.O., peut-être plus en nous présentant cette intelligence artificielle qui, en gros, répondait à ta place au téléphone et était capable d'argumenter ou solliciter ton coiffeur pour trouver un rendez-vous, etc. Qu'est-ce que ça a pris un coup de vieux. À l'époque, ça nous bluffait, et quand tu vois ce qui est possible aujourd'hui en matière d'intelligence et d'adaptabilité, qu'est-ce que ça a pris un coup de vieux. Bref, pardon, je termine ma parenthèse. Tu te souviens de Google Dreams ? Google Dreams, c'était pas les œuvres d'art hallucinées, justement. Si. Tu lui donnais une image, il hallucinait comme ça des trucs à l'intérieur de l'image, ou qu'il a modifié comme ça. On a été fascinés, mais aujourd'hui, on regarde Dali ou de Midjourney, c'est juste complètement ridicule en fait. Ça. C'est incroyable ce qui se passe, et ça me laisse à la fois enthousiaste, rêveur, parfois un petit peu inquiet pour ce qui pourrait se passer à l'échelle d'un an, tu vois, même à la fin de l'année 2023, quand on va refaire la photo, on va être bluffé, on le fera ensemble. Allez, donc pour de bon, on passe à cette rubrique jeux vidéo. Tu vas nous parler d'Epic Games, qui est toujours un acteur très généreux parce qu'ils mettent à disposition, en dessous d'un certain volume de revenus, l'Unreal Engine gratuitement pour les développeurs, qui est vraiment très ouvert pour mettre à disposition plein de ressources pour les développeurs de jeux vidéo. Ça continue, Guillaume, ils sont d'autant plus généreux, et en particulier ils investissent beaucoup dans des jeux gratuits. Oui, il va rester toujours aussi généreux, donc il va continuer à donner des jeux toutes les semaines, et ça marche pas mal d'ailleurs. Donc les plus petits jeux sont téléchargés dans les 7 millions de fois en moyenne, et les gros, donc les bien connus, sont téléchargés dans les 25 millions de fois. Et ça bénéficie aux auteurs, parce que déjà, évidemment, ils sont dédommagés quand il se passe ça, mais en plus, ça leur donne un surcroît de visibilité, et ça leur permet souvent d'augmenter leurs ventes un peu partout, sur Epic, mais aussi sur Steam, par exemple. Et donc, Epic Games Store continue de croître, de 31 à 34 millions d'utilisateurs quotidiens entre 2021 et 2022. Donc, les revenus baissent un peu, par contre, de 18%, enfin un peu, baissent nettement même. Et apparemment, c'est Fortnite qui sera la cause principale de cette chute. Parce que bon, il y a toujours autant de gens qui jouent à Fortnite, mais bon, évidemment, depuis la fin de la pandémie, ils y jouent moins longtemps. Et donc, ils y dépensent moins. Autre grande nouvelle, Epic va s'ouvrir à l'auto-édition, parce que voilà, pour $100, vous pourrez publier votre jeu vous-même sur Epic Games Store. C'est cadeau. Et bon, en respectant quelques conditions, évidemment. Pas de contenu haineux, discriminatoire ni porno. En fait, rien de réservé aux adultes, c'est bien sûr rien d'illégal. Sinon, ça va probablement attirer pas mal de monde, parce que Epic se fait fort aussi de ne prélever que 12%, c'est ça, une des gros attraits. 12% des recettes des développeurs contre le traditionnel 30%, donc de Steam et d'autres. Et mieux encore, vous pouvez opter pour des solutions de paiement in-app tierces, et de ce fait, tout ce qui est acheté in-game est pour vous. Donc l'Epic Games Store va donc recevoir probablement des wagons de nouveaux jeux très très vite, pour le meilleur, et sans doute pas que pour le meilleur. Mais bon. Un petit peu pour pas le pire, mais presque. On continue, tu voulais nous parler un petit peu de cette Playdate, notre petite console portable chouchou, toute jaune avec sa petite manivelle, qui est toujours vivante. Je la voyais négocier sur Le Bon Coin à plus de 300 €, là. Elle est en précommande, toujours en permanence. Ouais, non, mais bon.
C'est un truc de niche, donc qui est difficile à se procurer officiellement et qui donc se retrouve à des prix débiles sur le bon coin parce qu'elle coûte quand même $179 à la base, la Playdate. Et là, elle va augmenter, le prix va augmenter parce que les coûts de fabrication augmentent et donc ils sont obligés d'augmenter le prix d'à peu près 10% à $200. Il y a quand même de nouveaux jeux qui arrivent, il y a d'ailleurs 2 jeux gratuits, et surtout, ces jeux gratuits, vous pourrez directement les télécharger via la console, parce que désormais il y a un catalogue et un magasin intégré à la console, vous n'êtes plus obligé de faire du side-loading, d'aller chercher le jeu sur PC, en le mettant ensuite sur votre console, vous pourrez directement acheter tout ça sur la machine, donc il y a donc une autre salve de jeux. Donc il y a 15 titres sélectionnés dans la première mise à jour du catalogue, et il y en a 2 qui sont gratuits, donc c'est plutôt sympa. Tu t'es jamais équipé de Playdate, Guillaume? Comment ? Tu t'es jamais équipé de ta petite Playdate? Malheureusement pas, mais c'est parce que si tu veux, à chaque fois que je suis allé voir, je peux aller voir des milliers de fois, mais c'était déjà soit c'était pas dispo, soit c'était épuisé, c'est bon quoi. Comme je suis pas le genre à rester sur un truc, à faire F5 régulièrement pour essayer de choper un truc, ça me saoule très rapidement. Bon. Tu peux te la précommander pour Noël 2023 là. Ah bah écoute, on va peut-être essayer de voir ça en 2025. Mais bon, après l'échec commercial de Stadia, parce que voilà, la dans un Playdate tout autre registre. Vivante. Non mais la Playdate est toujours vivante, mais Stadia est encore mort. C'est ça qui est magnifique, c'est ce truc qui est mort 3 fois. Parce que, je veux dire, déjà, quand il était plus ou moins mort, quand les studios first party ont commencé à fermer, mais il est mort officiellement comme console, tu sais, console cloud, comme c'est comme ça qu'il était vendu au départ. Mais à l'époque où il est mort comme console, il survivait comme service. Donc c'était un service de streaming de jeux qui d'ailleurs était utilisé par certains prestataires. Des prestataires par exemple il y avait la démo de Resident Evil Village par exemple de chez Capcom que tu pouvais lancer comme ça, etc. Il y avait donc des prestataires américains comme AT&T qui proposaient des jeux via Stadia entre guillemets, qui était devenu Google Stream quelque part pour une sorte de streaming de jeux. Et bien même ça meurt. C'est-à-dire même ce service-là meurt. Donc Stadia est mort une 2e fois ou une 3e fois comme vous voulez. C'est assez incroyable parce que je pensais vraiment que technologiquement ça tenait vraiment la route et que ça aurait pu marcher, mais apparemment ça a été dépriorisé comme ils disent chez Google et bon voilà c'est terminé quoi. Dommage. Et puis on termine à la fois cette rubrique jeux vidéo et cet épisode pour parler de la Wii U qui semblerait, quand elle est sortie de certains cartons, de certains greniers, de certaines caves, semble souffrir l'absence d'amour. C'est une news qui est vraiment 100% pour vous dire que ma Wii U va bien. Ne vous inquiétez pas. Parce que je sais que vous vous inquiétez, parce que sur Internet... la mienne. Mais il faut carrément que vous sortez vos Wii U, parce qu'apparemment, les Wii U ont un problème de NAND. Elles ont une petite puce iMMC à l'intérieur, et cette puce iMMC, elle vieillit très mal. Est-ce que ça se répare, ça ? Absolument difficilement, parce qu'à mon avis c'est soudé, donc pour la changer ça va être à mon avis une tannée complète. Évidemment Nintendo ne veut plus rien avoir à faire avec la Wii U depuis un petit moment déjà, et donc si vous avez un code d'erreur 160 0103 ou 160 21 55, vous êtes pas bien. Parce que ça veut dire que votre NAND flash a été corrompu d'une manière ou d'une autre. C'est de plus en plus probable au fur et à mesure que la console vieillit. Et apparemment, les consoles Wii U n'aiment pas qu'on les laisse toutes seules pendant des années comme ça. Qu'on les laisse. Elles veulent de l'amour, elles veulent de l'attention, et c'est normal. Voilà. Oui, bien sûr. Et voilà, moi j'ai donné suffisamment d'amour à ma Wii U et elle est toujours vivante. Et donc je continuerai comme ça à la chérir encore pendant des années et des années. Oh, Guillaume, c'est beau, c'est touchant et ça m'inquiète. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette préparation très complète de cet épisode de Tech Café, autrement passionnant. Bon, comme tous les épisodes de Tech Café, mais je sais pas, celui-ci, il a un petit caractère savoureux en plus. Je sais pas ce qui me fait exprimer ce ressenti. Merci beaucoup, en tout cas, à vous qui nous faites l'immense honneur et l'immense plaisir d'écouter Tech Café semaine après semaine, épisode après épisode. C'est un très grand bonheur de savoir qu'on a des gens qui nous écoutent et qui nous suivent. Et du coup, on ne peut que vous inciter, si c'est le cas, alors surtout, on compte sur vous, à venir se faire savoir à quel point vous aimez Tech Café sur les apps de podcast, comme Apple Podcast, Podcast Addict, 5 petites étoiles, un petit texte qu'on peut citer dans un futur épisode, ça nous fera très plaisir. J'imagine que vous aussi, vous pourrez vous sentir valorisé en étant cité dans votre commentaire. Mettez pas des grosses cochonneries non plus, on les censure. Mais vous pouvez tout à fait le faire savoir, et puis surtout, allez sur patreon.com/techcafé pour nous accompagner financièrement dans ce travail. Guillaume, en attendant, la question est très simple. Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Moi, on me retrouve en train d'essayer de faire tourner le lama, bien sûr, et de faire tourner le lama sur mon PC, parce qu'il est hors de question que je me fasse doubler par un Raspberry Pi. Ça, c'est la honte. Ouais, ça la foutrait mal. Écoute, tu nous tiendras au courant de tes avancées. Pour ma part, vous me retrouverez peut-être dans ma cave en train de ressortir ma Wii U du carton, parce qu'il est grand temps que je m'en occupe d'ici la semaine prochaine, et sinon sur guillaumevendée.fr, sur les réseaux sociaux comme Mastodon. En attendant, on vous fait des gros bisous, et on vous dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.